face à face. Alors ce face-à-face, c'est plutôt un côte-à-côte avec Jean-Michel Fauvergue. Merci Jean-Michel Fauvergue d'avoir accepté notre invitation. Je suis très fier de recevoir à la fois le serviteur de l'État que vous avez été le point le plus loin où on peut servir l'État, c'est-à-dire presque au point de devoir pouvoir donner sa vie, rencontrer la mort, puisque vous avez été le patron du RAID, et puis ensuite vous avez été député de la Nation de 2017 à 2022 sous l'étiquette La République en marche. Alors vous êtes né à Bages dans le Roussillon en Catalogne, donc vous êtes français depuis 1659. Voilà, mais vous avez gardé, je pense, des racines sentimentales et géographiques avec ce territoire merveilleux. Voilà, c'est presque la Cerdagne ou pas encore? C'est pas tout à fait la Cerdagne, mais on est dans le pays catalan, on est dans le seul département catalan. On y vit bien, les paysages sont... oui, voilà, on est au pied du Canigou, malgré tout, d'une certaine façon. Excusez-moi, je vous ai pas dit bonjour, et j'ai pas dit bonjour aux auditeurs, donc bonjour à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et alors là, vous avez été élu député, alors on a quitté la Catalogne, vous êtes allé dans la Brie, en Seine-et-Marne. Ouais. Voilà, c'était la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Si je la situe bien, c'est du côté de Roissy-en-Brie, Torigny-sur-Marne. C'est exactement ça. Voilà. Pas très loin de chez Mickey. De chez Mickey, voilà. Bon, aujourd'hui, vous êtes entre guillemets retraité, mais ce qui vous donne du coup une liberté de parole totale, et vous ne vous en privez pas dans cette somme, ce document, ni capitulation, ni résignation. Je recevais hier le juge Trévidic, je lui dis, est-ce que vous avez écrit par prémonition, la justice est présumée coupable. Là, c'est ni capitulation, ni résignation, en sous-titre, et c'est la thématique de votre livre, Osons le courage. Exact. Donc, votre conclusion, aujourd'hui, et c'est ce que vous mettez à l'origine de nos malheurs, et c'est pas seulement récent. La République a oublié ou manque de courage. Allez, on va essayer de la situer. Depuis Charles de Gaulle, depuis Georges Pompidou, ou peut-être... voyez, sans être précis, en gros. Ouais, c'est difficile de situer ça, mais je pense que c'est un long déclin, c'est un long abandon de la volonté, non seulement politique, mais aussi de nos populations. Les deux sont coupables. Depuis qu'on est rentré en particulier dans une société de consumérisme où les individus ne pensent plus qu'à eux de manière tout à fait individuelle. Vous dites, l'idée que nous avons vécu des décennies de relatif bien-être qui nous ont paradoxalement offert un formidable prétexte à la couardise, voire à la fainéantise. C'est une phrase forte, ça. Bien sûr, c'est une phrase forte, mais c'est une phrase réelle aussi. C'est-à-dire que quand on s'enfonce dans le confort, quand notre confort est sous assurance, soit des assurances privées, soit l'assurance de l'État, quand le prix de la baguette augmente, l'État est là derrière pour nous donner des moyens supplémentaires. Et bien, quand on ne dépend que de ça, bien évidemment, qu'on ne dépend plus de l'effort, qu'on ne dépend plus du courage. Ça, c'est pour les Français. Et pour les politiques, les hommes et les femmes politiques, dont je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui explosive, c'est exactement la même chose. C'est les hommes et les femmes politiques ont petit à petit de couardise, de petites lâchetés en grosses couardises, et bien sont arrivés à ce qu'on vit aujourd'hui même. Vous voulez dire que l'excès d'assistance sociale, qui est une conquête, j'allais dire citoyenne de la République, peut virer à l'assistanat, et là on bascule dans un autre système. Ouais, l'assistanat n'est pas une conquête. Non, je dis l'assistance. Oui, j'ai bien compris. Ne doit pas virer à l'assistanat. Mais vous l'avez bien dit aussi, on est arrivé dans un assistanat et où tout le monde est assisté. Il faut assister ceux qui doivent l'être, et aujourd'hui notre pays est un des pays les plus généreux au monde là-dessus. Et on se flagelle tout le temps, et on se fait des reproches. En fait, en réalité, on devrait se féliciter de ça. Non seulement se féliciter, mais en faire un bilan quand même, pour savoir s'il n'y a pas des économies à faire aussi dans ce domaine-là. Je vais revenir un peu sur votre parcours, parce que cet engagement personnel, humain,
que vous avez eue explique aujourd'hui votre colère et un peu de détresse, mais vous ne baissez pas les bras. Pourquoi? Parce que vous êtes un soldat. D'abord, je vais le dire, je me permets, vous êtes un vrai flic. Vous avez fait l'école de police, vous êtes un policier dans l'âme, vous avez cette fonction dans le sang, vous l'avez fait, on convient par conviction citoyenne et sociale. C'est un flic républicain que j'ai en face de moi, et vous êtes très imprégné par les valeurs de la République. Vous commencez au GIPN à Nouméa, enfin vous commencez entre autres en 1991, pour vous dire les étapes fortes que vous avez eues. Vous dirigez le GIPN en 1994, vous passez ensuite par des services sécurité des ambassades, et puis en 2013 vous êtes nommé à la tête du RAID, recherche, assistance, intervention et dissuasion. Le RAID, vous succédez à Amaury du Haut-de-Cloque, je dis ça parce que c'était le petit-neveu du maréchal Leclerc. Oui. Donc le RAID a quand même toujours des gens courageux, et alors l'histoire, la politique, la situation vous rejoint, vous êtes en première ligne, je me souviens très bien de vos images, je vous associe à ces images, la tragédie de 2015, janvier Charlie, Louis Pierre Cachère avec Koulibaly, on croit que c'est terminé, manifestation, le président de la République dit ça y est, on va s'armer, et puis deuxième couche, si je peux m'exprimer ainsi, le 13 novembre, au Bataclan, et là vous raconterez dans votre... J'ai du mal à en parler parce que j'en ai frémi. J'ai eu des tas de témoignages des gens qui sont rentrés. Vous racontez que vous rentrez dans les locaux, l'odeur du sang, vous glissez sur le sang et vous voyez une scène indescriptible. Je pense que vous ne le décrivez pas totalement et je crois comprendre que cette image restera fixée dans votre esprit jusqu'à votre dernier jour. Vous avez vécu ça en 2015, à une époque où on s'est dit on est à l'abri, ce sont des barbaries d'une autre époque. Et vous l'avez vécu en 2015 au cœur de Paris, dans un endroit où on va juste écouter de la musique. Oui, et le Bataclan, je l'écris aussi, c'est ce qu'une société, le maximum de ce qu'une société civilisée peut subir. Et l'idée, c'était quand même, pour ce livre-là, l'idée, c'était de dire dès le départ, voilà, nous sommes intervenus à la fois sur le Bataclan et sur l'Hypercacher, mais surtout le Bataclan parce qu'on va fêter les 10 ans, malheureusement, fêter, le mot est mauvais. Célébrer, commémorer. Bien sûr, commémorer les 10 ans. Et ce jour-là, nous sommes tous les policiers, les flics qui avaient sur place, les services de sécurité, les services les pompiers, les hospitaliers. Tout le monde est intervenu avec courage. Pas seulement eux, aussi on a vu des situations de courage de la part des citoyens qui ont sauvé d'autres personnes et qui ont risqué leur peau, leur vie. Et donc, ce jour-là, tout le monde a été courageux. La population a été courageuse, nous portait courageusement. Les hommes et les femmes politiques, pendant cette époque-là, ont été très forts. J'ose le dire, ont été très forts à ce moment-là. C'est indéniable. Mais l'idée, c'est de se dire, mais d'accord, mais qu'est-il devenu ce courage-là? Où en sommes-nous maintenant? Et je fais un espèce de parallèle avec le livre de Marc Bloch, qui est L'étrange défaite. Alors vous le citez énormément, on va en parler. Bien sûr. Qui est un héros, qui est un héros et qui fait qui a tiré les conséquences de la situation après la défaite éclair de la France. Et qui s'est dit, il y a une énorme lâcheté, on n'a été soutenu par personne, ni les politiques, ni les organisations syndicales qui préféraient se battre contre le grand capital et les patrons plutôt que de se battre contre l'ennemi, ni la population qui a demandé l'ouverture des villes de 20 000 habitants pour pas... voilà. Il y a une énorme couardise, un énorme... Jean-Michel Fauvergue, vous convenez qu'on sortait 20 ans avant du pire conflit en termes de champ de bataille. La guerre de 14, c'était du plus jamais ça. Et quand on lit les témoignages, Marc Bloch a été un officier, quand on lit les témoignages dans les tranchées, on comprend qu'à un moment donné, on va pas remettre ça, on va pas mourir pour Danzig. Le fait est que on a abouti à la phrase de Winston Churchill, vous avez préféré le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez eu le déshonneur et la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'au sommet de l'État, et dans l'appareil de l'État en général, il y a des gens qui choisissent le déshonneur pour éviter la guerre, et ils auront le déshonneur et la guerre?
tout l'exemple d'aujourd'hui, de ce qui se passe ces derniers jours, et peut-être avant aussi. Vous avez des situations d'hommes et de femmes politiques qui sont intolérables, insupportables pour la population. Vous avez une ancienne première ministre qui renonce à tout ce qu'elle a fait. Pourquoi ? Pour garder sa place. Pour un plat de lentilles. Pour garder sa place. Vous avez un ministre qui est revenu rapidement prendre un poste alors qu'il avait dit non. Pourquoi ? Pour avoir cette place-là. Qu'est-ce que vous avez des hommes et des femmes politiques aujourd'hui qui se gorgent de frais de représentation. Mais pourquoi faire ? C'est l'argent du contribuable. Vous convenez, Jean-Michel Fauvergue, qu'ils ne sont pas tous comme ça, et vous en avez été, vous savez bien, mais vous êtes en train de nous expliquer, il y en a trop à des postes trop importants. Voilà. Oui, bien sûr, mais j'ai été élu député de 2017 à 2022. J'ai plein de potes, j'ai plein de copains et de copines qui sont encore élus, plein de talents. Il faut arrêter de toujours prendre les mêmes et il faut nous prendre des gens. Il faut prendre des gens qui pensent à la France, voilà, et pas à eux. Et à la France avant tout. Au bien commun et à l'intérêt. Et les Français après. Et à l'intérêt général et aux Français après. Jean-Michel Fauvergue, on fait une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. Il est l'ancien patron du RAID, il est l'auteur de Ni capitulation, ni résignation, publié aux éditions Fayard. Posez-lui toutes vos questions et on est en direct jusqu'à 14h avec Jean-Michel Fauvergue, 0826 300 300. À tout de suite. La France dans tous ses états. Jean-Michel Fauvergue, nous sommes avec Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, auteur de Ni capitulation, ni résignation, osons le courage, aux éditions Fayard. Jean-Michel Fauvergue, je reviens un instant sur l'épisode de 2015. Vous coordonnez également l'assaut de l'appartement de Saint-Denis où se sont réfugiés trois terroristes islamistes qui vont y laisser la vie. 7 heures de scène de guerre, on peut dire, on se souvient des images. Petite polémique de corne-cul, je vois qu'on vous reproche d'avoir utilisé 1576 balles et que c'était disproportionné par rapport à l'armement dont disposaient les terroristes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous savez, c'est très simple. C'est toujours le principe de la proportionnalité. Voilà. C'est-à-dire que ce principe de la proportionnalité, certains, vu de l'extérieur, les fait sur leur chaise et en ayant le recul nécessaire et pas dans l'action, vont vous dire attendez, je comprends pas, vous êtes fait tirer 10 fois dessus, pourquoi vous n'avez pas riposté 10 fois ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout comme ça que ça fonctionne. Sur Saint-Denis, l'idée c'était de rentrer très très vite dans l'appartement. Je rappelle que ceux qui intervenaient au RAID, et moi-même d'ailleurs à la tête du RAID, avec la BRI, je crois en même temps. Non, pas sur Saint-Denis. Non, c'est le RAID seul. On était au Bataclan 3 jours avant. Et on a vu le massacre du Bataclan. Et donc, il fallait aller vite pour interpeller ces individus qui, eux aussi, avaient des gilets explosifs. Donc, on fait exploser les portes. Malheureusement, il y a un explosif qui ne fonctionne pas et la porte ne s'ouvre pas. Donc, à partir de ce moment-là, on se met en configuration. J'ordonne qu'on se mette en configuration, non pas assaut, puisqu'il n'y avait plus de surprise, mais configuration pour empêcher ces terroristes de se coller à la paroi. C'était pas une paroi porteuse, c'est une paroi, de se coller à la paroi et de se faire exploser, et donc de me mettre la moitié de la colonne au tapis, parce qu'on n'avait pas de recul. Donc voilà pourquoi on fait des tirs de barrage. Et voilà pourquoi on dépense autant de cartouches. Tout simplement, j'ai donné cet ordre-là pour faire en sorte de ne pas mettre inutilement la vie de mes hommes en jeu. Il me semble que dans d'autres activités en agriculture, ça s'appelle le principe de précaution. On abat tout le troupeau parce qu'il y a une seule vache de contaminée. Là, c'est la vie humaine dont vous parlez. Donc évidemment, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Non, il n'y a pas de prix. Et s'ils avaient été 3 000 ou 4 000 balles, il fallait les mettre. Ben bien sûr, bien évidemment. C'est comme un ministre de la Santé qui ne comprendrait pas assez de vaccins. On dit, il n'a pas commandé assez de vaccins. Il a commandé plus de vaccins qu'il ne fallait. Est-ce qu'il valait en commander moins ? Est-ce que là, il fallait tirer moins de balles ? Parce que c'était disproportionné. D'où est venue la polémique ? Qui peut engendrer aujourd'hui en France le fait de dire Fauvergue, il n'a pas eu la main légère. Vous avez des médias spécialisés pour ça, toujours les mêmes ? Oui, d'accord. Je ne sais pas si on va les citer là, mais ce sont toujours les mêmes qui vont chercher, qui sont reprises. Alors, il y a un trio infernal là-dessus. Et dès que ça commence à fonctionner, c'est-à-dire dès que ça bouillonne, dès que la mayonnaise commence à prendre un peu, un tant soit peu, pense-t-il,
Eh bien, malheureusement, vous avez les médias traditionnels qui se mettent derrière et qui embrayent là-dessus en disant mais oui, il faut effectivement, en fait, mais sans demander l'avis des uns et des autres. Et là, on a eu un ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'époque, qui lui a mis tout, j'allais dire un autre mot mal poli, mais allez-y, tout son courage sur la table. D'accord. Si il a mis toute sa virilité sur le plateau et a dit leur vérité aux journalistes. Il leur a dit vous êtes derrière vos ordinateurs, tout va bien pour vous. La prochaine fois, mettez-vous dans la colonne d'assaut. Pour utiliser votre jargon, au moment crucial où on est à l'instant T de la tragédie, l'autorité, comme on dit chez vous, l'autorité est là ou non? C'est-à-dire, l'autorité, on dit toujours, oui, voilà, l'autorité est là, ou là vous agissez, là vous avez une marge de manœuvre, ou c'est vous qui décidez seul dans votre âme et conscience, ou malgré tout, vous demandez l'autorisation au ministre de l'Intérieur de passer à l'acte. De dur et d'agréable, j'ai pas peur des mots, au commandement du RAID, et d'unités de ce type-là, c'est que le RAID va là où plus personne d'autre ne va. Et quand vous êtes face à l'ennemi et face à des situations de ce type-là, vous n'avez personne pour vous embêter. Vous parlez de vos guerriers, on n'est plus policiers, là on est guerriers. Non, je parle des autorités. Oui, mais vous êtes guerriers là à ce moment-là. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc vous êtes le meilleur pour faire le job. Vous êtes les meilleurs pour faire le job. Vous avez été entraîné pour ça. Vous avez une stratégie. Vous avez technicité. Vous avez le matériel et l'homme politique qui était Bernard Cazeneuve. Je le recite. Donc vous sentez que l'autorité politique vous soutient. Bien vous pouvez sûr. Y aller. D'autant qu'on en avait parlé avant. Bien sûr. Et que ces stratégies-là avaient été définies avant et que avec moi et le chef du GIGN, on était d'accord et que le ministre nous a dit oui, la prochaine fois ça se passera comme ça et il nous a donné tous les feux verts qu'on demandait. Vous voulez dire, Jean-Michel Fauvergue, vous insinuez que ça pourrait ne pas toujours être le cas et qu'il est arrivé dans des situations à peu près similaires, le pouvoir politique se dérobe et dit non, on n'y va pas. Pouvoir politique ou les représentants du pouvoir politique, et bien évidemment qu'à un certain moment, ils ont aussi cette tendance à une absence de courage. Pas tous, bien sûr, mais c'est dommage que les décideurs ne soient pas formés au courage absolu. Vous faites allusion à Michel Debré, qui à un moment donné, vous expliquez clairement qu'on ne donne pas les mots exacts pour définir la situation, on utilise d'autres termes pour ne pas aggraver la situation. Oui, on peut parler de cette opération à Roubaix, en 95 à Roubaix, où le RAID intervient sur ceux qui étaient des djihadistes, qui revenaient donc de l'ex-Yougoslavie. Et il y a une fusillade qui s'ensuit, et avec des blessés très très lourds au raid, et ces djihadistes qui préfèrent mourir dans le feu de l'appartement que de sortir. Et là, on a un ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Debré, qui dit de manière péremptoire. Il s'agit d'une affaire de criminalité et non de radicalisés et de djihadistes. Et là, c'est le premier acte, lui et le président de l'époque, c'était Jacques Chirac. C'est le premier acte de lâcheté dans ce domaine-là, et qui se sont répétés après. Et on a de lâcheté en lâcheté, de grosses lâchetés en petite couardise, et bien on arrive à la situation dans laquelle on a été. Jean-Michel Fauvergue, vous vous souvenez qu'en janvier 2015, l'exécutif, je vais donner le nom du président de la République, François Hollande, met un certain temps à mettre le mot islamiste. C'est terroriste, très longtemps. Et on dit, mais attendez, quel terrorisme? On dirait que c'est un terrorisme abstrait. Et à un moment donné, il est obligé de dire le terrorisme islamiste, parce que, bon, évidemment, on dit toujours, ça va stigmatiser une certaine population. Vous avez un chapitre là-dessus, sur le courage de dire les choses avec les mots qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie souffrance pour vous de voir l'autorité politique ne pas utiliser les bons mots pour désigner les grandes catastrophes? C'est une souffrance sans doute pour tous les Français qui entendent ça. C'est-à-dire que ne pas
ne pas d'abord admettre la situation telle qu'elle est, c'est la première des choses. Admettre la situation, analyser la situation telle qu'elle est, pour pouvoir ensuite y remédier. Et ensuite ne pas prendre les gens pour des imbéciles d'une manière générale, c'est-à-dire de tourner autour du pot. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on nous prend un peu pour des cons quand même. Votre livre est parfaitement séquencé, avec une thématique centrale, on a dit que c'était le courage, qui est le titre à chaque fois ou le sous-titre des chapitres. On prend le premier puisqu'on était dans le sujet en question. Islamisme et terrorisme, le courage de ne plus se mentir. Vous voulez dire qu'on continue un peu à se mentir encore sur cette question-là ? Il y a eu, il faut le reconnaître, une vraie prise de conscience, et cette prise de conscience-là, reconnaissons-le aussi, elle vient du discours d'Emmanuel Macron, et on enchaîne sur la loi, ensuite la loi sur les séparatismes. C'est 2022, il me semble, 21 ou 22. 2021. Et dans ce discours-là, Emmanuel Macron vise les ennemis de la France. Il vise tous ceux qui favorisent le terreau du terrorisme. Il vise les frères musulmans. Bien avant le rapport, le très bon rapport il vise. Il ne désigne pas. Il les désigne. Si. Il en parle. Le wahhabisme. Il utilise les mots qu'il faut. Voilà. Ça, il utilise les mots qu'il faut. Et ensuite, il y a une loi. Et alors là, moi, cette loi, elle me ravissé en tant qu'ancien patron du RAID, chargé de combattre la radicalisation et le terrorisme. Cette loi, elle me ravissait. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient mises dans cette loi, qui a été votée par la majorité, mais qui n'a pas été votée par un grand nombre d'oppositions qui pourtant montraient ses muscles en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, nous, quand on sera au pouvoir, eh bien, on combattra la radicalisation ». Pour ne pas les citer, à l'époque, j'ai été très déçu du groupe PR, LR, pardon, oui, LR. À l'Assemblée nationale, qui pourtant sont assez fervents sur ces enjeux-là. Normalement, sont assez virils. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ils n'ont pas mâché leurs mots quand il fallait légiférer de façon plus sévère. La problématique, c'est qu'ils ont voté contre cette loi-là. Ils ont voté contre pourquoi ? Pour un prétexte fallacieux qui était le voile. Alors certes, c'est un problème important, le voile, le port du voile, mais pour autant, on n'abandonne pas une loi de ce type-là qui amène des moyens aux flics de terrain. On n'abandonne pas ça en race campagne. Ils ont eu tort de faire ça, et j'ai plein de potes qui étaient au LR, avec qui je discutais évidemment, qui étaient déçus aussi ils devaient respecter un sens du vote et la discipline du groupe, et qui étaient déçus de ça. Ça a été une faute, ça a été une vraie faute là-dessus. On a besoin, sur certaines luttes, la lutte contre le terrorisme et l'islamisme, sur la lutte contre les stupes, sur le danger que représente la guerre en Europe, on a besoin d'un consensus. On y revient dans quelques instants, Jean-Michel Favre. À tout de suite. Je suis trop long, non ? Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Oui, la France dans tous ses états, et l'état dans lequel nous raconte la France Jean-Michel Fauvergue nous fait quelquefois froid dans le dos. Nous sommes avec l'ancien patron du RAID qui a écrit Ni capitulation, ni résignation, édité chez Fayard, avec comme thème Osons courage, osons courage. Je reviens un petit peu, on poursuit la conversation que nous avions juste avant la pause. Vous racontez une anecdote, j'allais dire, cocasse et pitoyable à la fois. On est en 2019. Il y a une loi anti-casseurs qui est, comme ça arrive souvent, taclée par le Conseil constitutionnel. Cette institution, cette instance supplémentaire qui revient sur les décisions de la représentation nationale au terme que c'est pas conforme à la Constitution. On va pas ouvrir le débat, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Donc, comme c'est taclé, la loi ne passe pas, et vos collègues de l'UDI, centristes, avec Jean-Louis Borloo, justement, remettent, parce que c'est urgent, ils remettent sur le couvert le projet de loi, et là, il y a Christophe Castaner, qui est le patron du groupe. Et vous êtes ravis, on va pouvoir faire passer la loi qui vous dit non parce qu'on ne vote pas avec les oppositions. Non mais je rêve.
Non, vous rêvez pas, ça se fait depuis très longtemps. Alors là, c'est une anecdote que je raconte. Sur la loi anti-casseurs, c'est Christophe Castaner était aux manettes, il était ministre de l'Intérieur et c'est lui qui poussait pour effectivement avoir des interdictions de manifestation de la part des casseurs. Ça a été recassé par le Conseil constitutionnel, par ces fameux sages du Conseil constitutionnel qui, à mon avis, sont tous sauf sages. Et 2 ans après, l'UDI, dans sa niche parlementaire, nous remet ça en disant voilà, on va vous remettre en prenant les précautions d'usage pour que ça rentre dans le... En corrigeant ce que le Conseil constitutionnel avait taclé. Lui, du coup, devient président du groupe. Et là, Christophe Castaner, qui est devenu président du groupe, il dit... Reconnaissance. Moi, je suis ravi, je dis, ça va, c'est bon. Ça, c'est très bon. Quelle aubaine. Alice Toureau, ma collègue aussi, qui portait la loi anti-casseurs, était ravie aussi. Il nous dit, mais non, il est hors de question de voter un texte d'une opposition. Mais on lui dit, mais attends, tu défendais ce projet-là, tu le défendais toi-même. Non, pas question. Au moins, donne-nous notre liberté de vote sur le groupe. Non plus. Donc du coup, on n'a pas voté. Et le truc n'est pas passé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre système parlementaire actuel... Je vais vous tacler 2 secondes. Vous auriez pu avoir le courage de passer outre. Qu'est-ce que vous risquiez? Vous étiez exclu du groupe, oui, bien sûr. Oui. Je vais vous expliquer ma mentalité. Moi, je suis flic. J'arrive dans... Je suis flic. Vous êtes discipliné quand même. Oui. Voilà. J'obéissais, je suis discipliné. On a un groupe. Je dois pas mal de choses au groupe. Beaucoup de choses au président de la République. Je vais pas voter contre, alors donc je me suis abstenu. Mais bon, je risquais rien. Surtout. Ça n'aurait rien changé de toute manière. C'est pas votre voix qui aurait changé quelque chose. Voilà. Si ça valait le coup, peut-être que vous l'auriez fait. Ça veut dire une chose très simple, c'est que nous, quand on a été élus, rappelez-vous, quand on a été élu en 2017, on s'est dit plusieurs choses. D'abord, on va y revenir. On va l'évoquer. Bon, non, parce que voilà. On va pas faire carrière dans la politique parce qu'on vient du monde civil. 2, quand il y a des trucs intelligents de part et d'autre, on les prendra. On les a pas pris, on a fait comme les autres. Le principe de fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est quand on est dans la majorité, on lève la main quand le gouvernement demande de lever la main, et quand on est dans l'opposition, on lève la main contre de la même manière, d'une manière tout aussi idiote. On est contre parce qu'on est dans l'opposition. C'est un fonctionnement débile. Donc le bien commun et l'intérêt général sont les dernières valeurs mises en place. Ni pour les uns, ni pour les autres, à quelques exceptions. En tout cas, cet épisode vous a refroidi. On va prolonger la conversation. Je prends juste Cécile, qui nous appelle d'un merveilleux endroit qui est Cahors, sur les hauteurs du Lot, avec le pont Valandré qui est une beauté. Cécile, vous écoutez Jean-Michel Fauvergue. Quel est votre grade, Jean-Michel Fauvergue, dans la police? Vous êtes commandant? Je suis commissaire général. Commissaire général. Vous avez eu un titre militaire à un moment donné ou non? Non, le commissaire général, c'est l'équivalent de général entre 2 et 3 étoiles dans la police. D'accord, donc vous êtes un officier général de la police nationale. On peut voilà, dire donc vous êtes mes respects, mon général. Voilà. Donc Cécile va vous poser une question. On vous écoute, Cécile. Oui, bonjour. Donc vous êtes quelque part pour moi quelqu'un d'exemplaire et vous incarnez de par votre carrière et votre engagement des valeurs qu'on apprécie plus particulièrement chez les gendarmes et les militaires, c'est-à-dire le courage, la notion de bien commun et l'amour de la nation. Ma question est double. Alors, outre l'aspect nouveauté du mouvement de la Macronie en 2017, qu'est-ce qui vous a attiré à l'époque? Et selon vous, après 8 ans de recul, quelles sont les valeurs qu'incarne la Macronie aujourd'hui? Merci Cécile, c'est la question que j'allais poser. Merci de la poser à ma place. 2 questions. Allez, Jean-Michel Fauvergue. La réponse, merci Cécile de ces questions-là. La première réponse sur la première partie de votre question, c'est que moi, je me suis engagé en politique. D'abord, j'arrivais à la fin de ma carrière et je me suis engagé en politique parce qu'il m'a semblé qu'à cette époque-là, comme à beaucoup de Français, il y avait une nouveauté, un homme nouveau, et il m'a semblé que je pouvais continuer ma vocation, c'est-à-dire celle de protéger les Français. Je pouvais la continuer en politique, en travaillant sur des programmes et en travaillant sur des textes. Et c'est ce que j'ai en partie fait, en particulier en portant la loi avec ma collègue Alice Toureau, la loi sur la sécurité globale, qui est une belle loi
voilà, c'est sur les pouvoirs de la police municipale qui ont été strafés là aussi par le Conseil constitutionnel, et les pouvoirs des sociétés de sécurité privées qu'on a vu à l'œuvre de manière correcte pendant les Jeux Olympiques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que reste-t-il de la Macronie? C'est ça que vous me dites? Cécile vous demande ce que j'allais vous demander. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce camp-là en 2017? Alors on sait tous les espoirs que ça supposait, toutes les énergies que ça rassemblait. Le bilan aujourd'hui, je vous demanderai le bilan, je pense qu'il doit être ce qu'il est. Mais parce que en 2017, ce camp-là était le seul camp ouvert. Le reste était complètement sclérosé, fermé par des professionnels de la politique. Et ça, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu une ouverture, il y a eu un appel d'air qui a été extraordinaire. Après, ce qu'on en a fait, c'est différent. Mais il y a un appel d'air qui a été extraordinaire, et ça représentait un espoir pour tous. Ceux qui ont été élus, comme ceux qui voyaient ça d'un bon œil. Malheureusement, ça a fait long feu, en particulier sur le domaine régalien, en particulier dans mon domaine à moi. Sûr. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'avenir dans le job assez rapidement, quoi. Idéologiquement, sans donner votre bulletin de vote, vous êtes plutôt dans le camp de l'ordre ou dans le camp du progrès? Je suis dans les deux camps. On peut être dans les deux camps. On peut être dans le camp moi, je suis évidemment dans le camp de l'ordre, mais d'un ordre compréhensible et clair, et dans le camp du progrès, parce qu'on est dans une situation de progrès, et on peut avoir de l'ordre dans le progrès et du progrès dans l'ordre. Cécile, vous êtes satisfaite par la réponse de Jean-Michel Fauvergue? Il était assez douloureux pour lui de rester aussi longtemps. Bien sûr, bien sûr. Voyez, mais bon, on a affaire à un homme, il disserte sur le courage, et on sait qu'il n'en a pas manqué, et il pourrait servir des ans. Bon, il est commissaire général, c'était son devoir d'être courageux. Ouais. Le devoir et les droits, c'est un thème qui vous fait réfléchir. Vous avez l'air d'écrire dans votre bouquin qu'il y a beaucoup de droits. On oublie que parce qu'il y a des droits, il y a des devoirs, et qu'il n'y a pas de droits sans devoirs. Mais bien évidemment, tout ce que vous dites est d'une évidence folle. Tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde en fait ce constat. On a plus de droits que de devoirs. On réclame de plus en plus de droits. Et quand on revient sur un certain nombre de droits, parce qu'ils sont arrivés à terme ou parce que c'est pas logique de les maintenir, eh bien à ce moment-là, vous avez des levées de boucliers et plus aucune manette pour pouvoir bouger tout ça. Non, moi ma boussole, c'est avant tout d'abord la France, et ensuite les valeurs qu'incarne la démocratie. Mais une démocratie, pas une démocratie en chewing-gum, pas une démocratie en papier buvard, une vraie démocratie, une démocratie forte, capable de se faire respecter. Vous dites à un moment donné, quand vous êtes élu député, voilà, le cul posé sur mon velours rouge, je me sentais moins utile que lorsque j'étais en première ligne avec mes hommes. Ça veut dire que l'engagement politique, la voie parlementaire, n'apporte pas aujourd'hui les réponses auxquelles vous pensiez quand vous êtes engagé en politique. Vous êtes élu député avec la République En Marche, on est en 2017. Le macronisme, c'est les espoirs, l'ancien monde va dégager, on va avoir une nouvelle donne, on va casser le clivage droite-gauche. Les gens qui travailler pour gagner plus, c'était ça. On reprenait quasiment un thème sarkozyste, et la méritocratie va revenir au devant de la scène. La méritocratie, elle en est où aujourd'hui, Jean-Michel Fauvergue? Vous le voyez aujourd'hui avec ceux qui sont nommés, renommés aux mêmes places, qui arrivent de loin, qui repartent d'aussi loin, assez rapidement loin. Vous repartiriez à l'Assemblée si vous aviez le sentiment là, du coup, que vous pourriez faire bouger les choses, que vous pourriez... Non, parce que ce dont je me suis aperçu, et j'en doutais un peu, mais ce dont je me suis aperçu pendant les 5 ans de politique, il y a beaucoup de politique dans ce bouquin-là, il y a beaucoup de politique. Énormément. Pas de popole, pas de la politique politicienne, de la vraie politique de citoyen. Ce dont je me suis aperçu, et que vos auditeurs doivent savoir, c'est que l'homme politique aujourd'hui, quand il est élu, y compris de la majorité ou quand il est dans un gouvernement, eh bien, il se heurte à des contre-pouvoirs qui, eux, ont pris le pouvoir. Et en France, il va falloir faire le ménage là-dessus, il va falloir revenir à une situation plus sereine pour que les hommes qui sont élus par le peuple, quel qu'il soit, de quel côté qu'il soit, ne soient pas contrés par des juges, par des ONG, par des autorités administratives indépendantes du style l'ARCOM, du style la CNIL, du style la Défenseur des droits, etc., etc. Aujourd'hui, l'homme et la femme politique qui sont aux manettes n'ont plus
de manette. Vous êtes de ceux qui commencent à avoir des doutes sur la pureté de notre démocratie. Sur la pureté de notre démocratie. On y revient dans quelques minutes. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous poursuivons cet échange prégnant avec Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et auteur de Ni capitulation ni résignation, Osons le courage aux éditions Fayard. Nous avons Franck qui nous appelle de Valence dans la Drôme. Franck, vous avez une question à poser à Jean-Michel Fauvergue. Oui, bonjour Perico, bonjour. Alors, je ne sais plus quel est votre grade, mais je crois pouvoir dire mon Commissaire général. Voilà, vous pouvez dire mon général, ça ne sera pas déplacé. Non, mais je ne me rappelais plus si Monsieur Fauvergue avait été patron du GIGN ou du RAID. C'est du RAID. C'est du RAID. D'accord. Donc alors général. Qui fête cette année ses 40 ans. C'est ça. Eh ben, écoutez. En 85, quand on l'a créé, on s'est dit qu'il allait pas beaucoup servir. Il était plus dans la dissuasion. Oui, mais il a beaucoup servi. Il a beaucoup servi. On vous écoute, Franck. Alors écoutez, déjà deux remarques. La première, bonjour à tous les deux, bien évidemment, mais la première remarque, c'est par rapport à la démocratie. Donc vous avez tenu à nous préciser votre attachement à la démocratie. Alors la démocratie, mon général, je vous apprends rien en vous disant que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je pense qu'actuellement notre démocratie, si vous me permettez, de mon point de vue, elle est confisquée par rapport à tout ce qui se passe. On est toujours, bien évidemment, en démocratie et c'est une fierté et c'est un honneur de pouvoir être en démocratie parce qu'on peut dire ce qu'on pense, ce qu'on veut et on peut toujours aller voter et on ne nous met pas un couteau sous la gorge pour aller voter. Voilà, on est encore libre de vivre. Mais pour autant, concernant la situation actuelle politique, il y a un malaise au niveau de la démocratie. Premier point et deuxième point, je voudrais avoir votre avis alors sur quelque chose qui est un dossier extrêmement sensible. C'est notre relation, si on peut appeler ça toujours une relation avec l'Algérie. Le président de la République est allé en Algérie, il a déclaré la France a commis un crime contre l'humanité. Je pense que je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'il a dit tellement c'est insupportable par rapport à notre histoire, par rapport à ce qu'on a fait en Algérie, des choses bien et des choses pas bien, certes, mais par rapport au pouvoir en place. Une véritable dictature, pour pas dire plus, que ce pays se permette de nous humilier comme il le fait, de s'essuyer sur la France comme une serpillière, à l'image d'un Jean-Michel Barrot, le ministre du Quai d'Orsay, qui va là-bas et qui est humilié en permanence. J'aimerais avoir votre avis. Alors, je précise, sans haine, évidemment, parce que je crois que c'est un sujet extrêmement sensible. La fracture n'est pas refermée, ne se refermera à mon sens pas, mais pour autant, par rapport à ces mots du président de la République, qu'en pensez-vous, Monsieur Fauvergue? Message reçu, Franck. Jean-Michel Fauvergue vous répond. Bon, il y a là aussi deux questions. Merci Franck de ces questions-là. Alors sans haine, je vais vous répondre sans haine. La haine, c'est pas mon habitude et même dans les aspects les plus noirs de mes interventions, il me semble pas avoir déployé de haine pour qui que ce soit. Juste du professionnalisme, je pense. Deux choses. La démocratie d'abord. Est-ce qu'on est en démocratie? Est-ce qu'il y a un malaise de la démocratie? Moi, je dirais aujourd'hui que la démocratie est toujours. Il faut pas mettre la faute sur la démocratie. Il faut mettre la faute sur les personnes qui sont élues. Et peut-être même la faute sur les gens qui élisent ces personnes-là et de savoir ce qu'elles en font du pouvoir. Aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire de revoir que toutes ces personnes-là n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une seule boussole qui devrait être la leur. C'est la France et c'est la grandeur de la France. Et ça me fait mal. Ça me fait mal de manière extrêmement appuyée sur cette affaire-là. De la même manière, et je vais répondre à votre deuxième question, que vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites par rapport aux relations avec l'Algérie. Arrêtons, en tout cas pour l'instant, les relations avec l'Algérie de cette manière-là, puisque effectivement, on a en face de nous un mur, on a en face de nous d'ailleurs un pays qui manque, lui, pour le coup, cruellement de démocratie, et c'est inutile de continuer à s'entêter de cette manière-là. On a d'autres choses à faire avec d'autres pays du Maghreb en particulier qu'avec l'Algérie. Laissons tomber pour l'instant jusqu'à ce que ça aille mieux, quoi. Jean-Michel Fauvergue, il y a un chapitre de
votre livre qui touche à cette thématique, c'est l'immigration. Vous appelez ça le courage des vérités. On ne dit pas la vérité sur l'immigration. Alors l'immigration est un de ces nombreux sujets, comme les stupes d'ailleurs, comme la lutte contre les stupes, qui est un sujet éminemment politique. C'est un artefact politique dont se sert la droite, la gauche. Qu'est-ce qui vous fait mal dans l'immigration? La non-intégration, le nombre illimité, voilà. D'abord, il faut arriver à mon avis, serrer ce qu'est l'immigration. Il n'y a pas une seule immigration. Vous en avez à minima 3. J'en liste 3, moi. La première, c'est l'immigration agressive. C'est-à-dire, c'est ces gens qui sont immigrés, qui sont sur le territoire en situation régulière ou irrégulière, et qui font des agressions multiples et variées. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des agressions de ce type-là. Et ça, il faut je fais assez vite. Et ça, c'est de la responsabilité de notre État, de notre nation, d'être ferme là-dessus et de les virer, de les renvoyer. Ça avait été mis dans les notes que j'ai fait en 2017 pour le président de la République actuelle. Ça a été mis en 2022 dans les mêmes notes. Je n'étais pas le seul à faire ces notes-là. C'est-à-dire quel pourcentage a été retenu de ces notes? Quel pourcentage a été retenu de ces notes? Peu. Sur le régalien, très peu. La deuxième chose, vous avez une immigration qui est une immigration submersive. À un certain moment, vous avez des quantités de personnes qui arrivent en Europe de toutes parts. Et là, il faut arriver à réguler ça. Alors, il y a une nouvelle loi qui s'était fait, une loi européenne, qui va dans ce sens-là, mais pas assez vite. Il faut qu'on arrive à réguler ça. Et ça, il faut utiliser les moyens de l'Europe. Je crois beaucoup aux moyens de l'Europe pour réguler ça, pas régulariser, surtout pas, mais réguler ça, quitte à régulariser ensuite. Voilà, mais d'abord la régulation. Oui. Voilà. Réguler ça de manière au niveau de la communauté européenne, de l'Union européenne, pardon. Et donc il y a les moyens, on peut arriver à le faire. Et de ce point de vue-là, l'évolution de l'Europe, poussée, il faut le reconnaître, par la Hongrie, par exemple, ou par les pays populistes et par les majorités, qui sont maintenant représentées. Il l'a fait aussi à un moment donné. Madame Merkel, quand c'est allé trop loin, elle a su fermer ses frontières. C'est surtout son successeur. Merkel n'a pas fait grand-chose. Elle a posé le problème au départ. Mais elle les a ouvertes au départ et ensuite elle a compris. Au départ, c'était une vraie catastrophe. On est bien d'accord. Donc oui, il faut se servir de ça et il faut arriver à contrôler nos frontières européennes, quitte à réexpulser les gens. Et quand on ne peut pas les réexpulser chez eux, peut-être à les réexpulser dans des pays tiers. Comme essaye de le faire maintenant un certain nombre de pays européens en particulier et les Pays-Bas en particulier, vers le Soudan. Et la notion de QTF. l'Ouganda, enfin je sais pas. La notion de QTF veut dire quoi? La troisième chose, c'est le corollaire des deux premières. Il faut une immigration sélective, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas fermer nos frontières, comme disent un certain nombre de personnes. On a besoin d'une main-d'œuvre. Si demain vous fermez vos frontières, vous n'avez pas de main-d'œuvre, vous n'avez plus de restaurants, vous n'avez plus de BTP. Allez sur les chantiers, regardez ici. Vous n'avez plus de BTP, vous n'avez personne malheureusement pour vider vos poubelles, parce qu'on n'en veut pas, nous. Ne recevoir que des gens qu'on pourra accueillir dignement. Ne recevoir que ces gens-là qui ont une compétence, et même d'ailleurs une compétence de haut niveau, un talent de haut niveau, des docteurs aussi. Et ça ne s'arrête pas, justement, je citais les éboueurs, ça ne s'arrête pas, évidemment. Jean-Michel Fauvergue, il reste 1 minute, on ne peut pas se passer de sujet de la drogue. Je n'aurais posé que la moitié des questions, donc vous allez revenir, ça c'est acquis. La lutte contre les stupéfiants, vous appelez ça le courage de l'unité nationale. Il n'y aurait pas d'unité nationale sur l'enjeu de la drogue. Non, les stupéfiants, soyons clairs. Moi j'ai été chef des stupes en Seine-Saint-Denis dans les années 90. Fléau majeur, on est bien d'accord. Fléau majeur. Aujourd'hui, c'est pire que ce que j'ai vécu. C'est ce que je vous dis. Ça ne cesse de s'accroître partout en France et ailleurs d'ailleurs. Et donc c'est un fléau, c'est un fléau majeur. Il n'y a jamais eu de stratégie globale proposée par notre pays, ni d'autres pays d'ailleurs, et qui a eu un consensus politique. Ça devrait être un consensus et non pas l'objet de querelles, et non pas l'objet de querelles droite-gauche qui se servent de ça Donc un sujet pour la prochaine présidentielle, évidemment, majeur. Pour la prochaine émission, Jean-Michel, si vous voulez bien. Je vous assure que vous revenez parce que j'ai des questions à poser et nos auditeurs ont envie de vous entendre sur ces sujets-là. Merci infiniment. Je vous dis que c'était une fierté de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est gentil. Merci beaucoup. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur sudradio.fr, YouTube, Deezer, Spotify, toutes nos plateformes. N'hésitez pas à vous abonner au passage. Et nous, on se retrouve, Perico, lundi, en direct sur Sud Radio. Bonne journée à tous. Sud Radio.